Imaginez la scène. Un canard, rôti parfait, 15 heures de préparation, posé fièrement au centre de la table de Noël, et mon gendre, d'un ton méprisant, lance à ma fille devant notre petit-fils de 6 ans: Va trouver quelque chose à manger dans la poubelle, on dirait que ton appétit n'a pas de limite. Le silence qui a suivi était assourdissant. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le canard rôti était parfait. 15 heures de préparation, une cuisson à exactement 180 degrés, la peau croustillante comme du verre soufflé. Ma spécialité depuis 40 ans dans le métier de restaurateur. Je l'ai posé au centre de la table en chêne massif, dans cette salle à manger de notre maison de famille à Beaujolais, celle où 3 générations de Théron avaient célébré Noël. Ah, le fameux canard provincial, a lâché Thomas, mon gendre, sans lever les yeux de son téléphone. Dans mon restaurant, on fait une version déconstruite avec une réduction de yuzu, beaucoup plus moderne. J'ai servi ma fille Anne en premier. Elle a murmuré un merci papa, presque inaudible, les yeux baissés. Mon petit-fils Jules, 6 ans, observait la scène avec cette intelligence troublante des enfants qui sentent les tensions. Un peu de canard, Thomas, ai-je proposé avec une politesse glaciale. Si vous insistez, il a tendu son assiette comme on accepte l'aumône. Bien que je surveille ma ligne, les critiques gastronomiques sont impitoyables. Anne a grignoté un morceau. J'ai vu ses épaules se détendre légèrement. Elle adorait ce plat depuis l'enfance. Elle a osé tendre son assiette vers moi. Papa, je pourrais peut-être en reprendre un peu? Ce qui s'est passé ensuite, je le revois au ralenti. Thomas a reposé sa fourchette avec un bruit sec. Il s'est tourné vers ma fille, et d'une voix assez forte pour que Jules sursaute, il a déclaré: Va trouver quelque chose à manger dans la poubelle, on dirait que ton appétit n'a pas de limite. Le silence qui a suivi était d'une densité presque physique. Anne est devenue blanche, pas pâle, blanche. Jules a commencé à pleurer, de ses sanglots étouffés d'enfant qui a trop souvent vu ce genre de scène. Et moi, Jacques Théron, 67 ans, propriétaire de 3 des meilleurs restaurants traditionnels de Lyon, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas exploser, se briser, proprement, comme du cristal. Jules, t'es mon grand, va voir les décorations dans le salon, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris moi-même. Et toi, Anne, emmène-le. Ma fille s'est levée comme un automate. En passant près de moi, j'ai vu ses mains trembler. Thomas, lui, s'est enfoncé dans sa chaise, l'air satisfait. Le petit coq qui vient de marquer son territoire. Quand ils sont sortis, je me suis assis en face de lui. J'ai croisé les mains sur la nappe blanche que ma défunte mère avait brodée. C'est la première fois? Ma voix était étrangement neutre. Pardon? Il a eu le culot de paraître offensé. C'est la première fois que vous parlez ainsi à ma fille, ou est-ce habituel? Thomas a haussé les épaules. Anne est sensible. Elle prend tout au premier degré. C'était de l'humour, vous comprenez? L'humour. Je comprends surtout que vous êtes un homme de 38 ans qui humilie publiquement sa femme devant son enfant. J'ai versé un verre de Beaujolais 2018. Mes mains ne tremblaient pas. Sortez de cette pièce. Maintenant. Il a ricané. C'est ma femme, mon fils. Sortez de cette pièce. Quelque chose dans mon ton l'a fait se lever. Quand la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone. Un seul contact. Henri Bertrand, mon fournisseur de fruits de mer depuis 23 ans. Henri? Jacques. Joyeux Noël. J'ai besoin d'un service, un grand service. Concernant le restaurant Confluence de Thomas Durand, la conversation a duré 6 minutes. Quand j'ai raccroché, j'ai bu une gorgée de vin. Il avait le goût de la décision. Anne est revenue seule, les yeux rouges. Elle s'est assise à côté de moi et pour la première fois depuis des années, elle a posé sa tête sur mon épaule. Papa, je suis désolé. Tais-toi. J'ai passé mon bras autour d'elle. Combien de fois? Elle a tremblé. Tout le temps. Dès qu'on est seul, il contrôle tout, l'argent, mes sorties, mes amis. Il dit que c'est parce qu'il m'aime, que je ne comprends rien au monde réel, que sans lui je serais... Sa voix s'est brisée. J'ai senti cette rage froide, celle qui ne brûle pas mais qui gèle tout sur son passage. Regarde-moi. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu es ma fille.
Tu es professeur de littérature. Tu es intelligente, forte, et rien de ce qu'il dit n'est vrai. Tu m'entends ?» Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Il va payer pour ça, » ai-je dit simplement. « Pas aujourd'hui, pas demain. Mais il va comprendre qu'à Lyon, on ne manque pas de respect impunément. Surtout pas à ma fille. » Thomas est réapparu à la porte. « On peut finir ce dîner ridicule ?» J'ai regardé ma fille. Elle a acquiescé faiblement. Le dîner s'est terminé dans un silence pesant. Thomas a mangé avec l'appétit du conquistador. Jules n'a pas touché à son assiette. Anne non plus. À 22 heures, quand ils sont partis, Thomas au volant de sa BMW flambant neuve, Anne silencieuse sur le siège passager, Jules endormi à l'arrière, je suis resté debout sur le perron. La nuit de Beaujolais était glaciale, étoilée. Mon téléphone a vibré. Un message d'Henri. C'est fait. J'ai parlé à Michel et à Bernard. Ils sont d'accord. Michel, mon fournisseur de viande. Bernard, celui des légumes bio. Les 3 piliers de tout bon restaurant à Lyon. J'ai souri. Un sourire sans joie, sans humour. Le sourire d'un homme qui vient de comprendre que la gentillesse a des limites et que ces limites viennent d'être franchies. Demain, Thomas Durand allait découvrir que dans le monde de la restauration lyonnaise, tout est question de respect, et qu'il venait de perdre le sien. Le lendemain matin, j'étais de retour à Lyon à 6 heures. La ville se réveillait lentement, les lumières de Noël encore allumées sur les façades du vieux Lyon. J'ai roulé directement vers mon restaurant principal, le Bouchon-Terron, rue Saint-Jean. L'odeur du pain frais de la boulangerie d'à côté, celle du café qui s'échappait des premières terrasses ouvertes, mon Lyon, ma ville, mes racines. À 8 heures précises, Henri est arrivé. Puis Michel, puis Bernard, 3 hommes, la soixantaine bien tassée qui fournissent les meilleurs établissements de Lyon depuis des décennies. On s'est installé dans mon bureau à l'étage, avec vue sur les toits en tuiles romanes et la basilique de Fourvière au loin. Café ? J'ai versé sans attendre la réponse. Henri a été le premier à parler. Jacques, j'ai bien réfléchi cette nuit. Ce type, Durand, il me commande pour 50 000 € par an, c'est pas rien. 62 000, a précisé Michel en feuilletant son carnet. Viande premium, livraison 3 fois par semaine. Bernard a hoché la tête. 48 000 de mon côté. Légumes, herbes, champignons de saison. J'ai laissé le silence s'installer. Par la fenêtre, une mouette tournoyait au-dessus de la Saône. Étrange, les mouettes à Lyon. Elles viennent de la Méditerranée, remontent les fleuves, s'adaptent, comme certains hommes. 160 000 € au total, ai-je dit finalement. C'est le prix de sa dignité, apparemment. Henri a souri, pas un beau sourire. Tu nous as jamais demandé de service en 20 ans, Jacques, jamais. Même quand ton restaurant a brûlé en 2012, même quand t'as eu tes problèmes avec le fisc en 2015. Tu demandes rien. Je demande maintenant. Michel s'est penché en avant. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. Je leur ai tout dit. La scène du dîner, les larmes de Jules, les tremblements d'Anne, les années de contrôle, d'humiliation. Quand j'ai fini, Bernard avait les mâchoires serrées. Mon fils a traité sa femme comme ça, a-t-il murmuré. Une fois, une seule fois. Je l'ai pris par le col et je lui ai dit que s'il recommençait, je le reniais. Il a compris. Durand ne comprendra pas avec des mots, a déclaré Henri. Ce type, il se la joue grand chef moderne, mais il sait rien de la vraie cuisine, rien du respect. Il achète des produits d'exception et il massacre tout avec ses déconstructions. C'est un imposteur. Michel a sorti son téléphone. Je le coupe aujourd'hui. Pas de viande pour son service du soir. Pareil pour les poissons, a ajouté Henri. Il a un menu dégustation ce soir, non? Avec des Saint-Jacques bretonnes que je lui fournis? J'ai consulté mon propre téléphone. J'avais vérifié plus tôt. Service complet. 82 couverts réservés. Menu à 120 € par personne. Bernard a sifflé. Presque 10 000 € de chiffre d'affaires. Sans produit, il peut fermer boutique. Messieurs, j'ai levé ma tasse de café. Je ne vous demande pas de le ruiner, juste de lui donner une leçon, temporaire. Henri a ri. Temporaire, mon œil. Ce petit con va devoir ramper pour qu'on reprenne affaire avec lui. Et encore. Ils sont partis à 9 heures.
J'ai regardé ma montre, 5h30 avant le service du midi de Thomas. 7h30 avant son service du soir. À 14h30 exactement, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, j'ai décroché. Monsieur Théron, une voix de femme, professionnelle. Maître Hélène Robert, avocate spécialisée en droit de la famille. Votre fille Anne m'a contacté ce matin. Elle souhaite engager une procédure de divorce. J'ai fermé les yeux. Anne avait trouvé le courage. Enfin. Je peux vous rencontrer quand? Cet après-midi si vous êtes disponible. 17h, mon cabinet quai Saint-Antoine. J'y serai. À 15h exactement, le téléphone de Thomas a dû commencer à sonner. D'abord Henri, puis Michel, puis Bernard. Problème d'approvisionnement. Camion en panne. Fournisseur principal indisponible. Les excuses classiques, impossibles à contester. À 15h15, mon téléphone a vibré. Thomas. Je n'ai pas décroché. Nouveau message, puis un autre, puis un appel. J'ai attendu qu'il sonne 4 fois, puis j'ai répondu. Monsieur Théron. Sa voix était différente, tendue. J'ai un problème avec mes fournisseurs. Je me demandais si vous pourriez... Pourriez quoi, Thomas? Me dépanner, juste pour ce soir. J'ai 82 couverts réservés, Vous avez un restaurant moderne, non? Avec des concepts innovants? Sûrement que vos fournisseurs modernes sauront vous aider. Monsieur Théron, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous mes fournisseurs habituels sont indisponibles. Tous en même temps. C'est impossible. Statistiquement. Statistiquement impossible, effectivement. J'ai laissé le silence s'étirer. Ou alors, Thomas, vous avez peut-être oublié quelque chose d'essentiel. Quoi? De quoi vous parlez? Ma voix est devenue de glace. À Lyon, tout fonctionne sur le respect des produits, le respect du métier, le respect des clients, et surtout, le respect de la famille. Vous comprenez le mot « respect », Thomas. Silence. J'entendais sa respiration saccadée. Qu'est-ce que vous avez fait? Sa voix montait dans les aigus. Qu'est-ce que vous avez dit à mes fournisseurs? Moi? Rien du tout. Je suis un simple restaurateur provincial. Vous vous souvenez? Avec ma cuisine démodée et mon canard rôti. J'ai marqué une pause. Mais vous savez, dans cette ville, les gens parlent, ils observent, et ils ont une excellente mémoire. C'est du chantage, c'est... Je vais appeler mes avocats. Faites donc. Demandez-leur s'il est illégal pour des fournisseurs indépendants de choisir avec qui ils travaillent. Je vous souhaite une excellente soirée, Thomas. J'espère que vos clients apprécieront votre menu déconstruit. J'ai raccroché. Le cabinet de maître Robert était élégant, sobre, avec des bibliothèques en noyer et une vue sur la Saône. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris coupés courts et ce regard perçant des gens qui ont vu toutes les nuances de la nature humaine. Monsieur Théron, elle m'a serré la main fermement. Anne m'a tout raconté. Les humiliations, le contrôle financier, l'isolement. C'est un cas classique de violence psychologique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Documenter, prouver, construire un dossier solide. Elle a ouvert un dossier. L'appartement où elle vit, je le lui ai offert il y a 8 ans à la naissance de Jules, acte notarié. Excellent, c'est son bien propre, pas un bien commun. Thomas ne pourra pas le revendiquer. Elle a pris des notes. Revenu? Anne est professeur. 2400 € net par mois. Thomas, je ne sais pas exactement. Je vais me renseigner. Pour la garde de Jules, avec les preuves de violence psychologique, nous demanderons la résidence principale chez Anne. Et Thomas. Maître Robert m'a regardé par-dessus ses lunettes. Si nous prouvons la faute, il n'aura droit à rien. Pas de prestations compensatoires, pas de partage avantageux. Juste ses affaires et un droit de visite encadré. Quand pouvons-nous commencer? Déjà commencé. Elle a tapé sur son ordinateur. J'ai contacté une enquêtrice privée de confiance, Alice Morel, ancienne police judiciaire. Elle commencera la surveillance demain. En sortant du cabinet, Lyon scintillait sous les lumières de fin d'après-midi. J'ai traversé le pont Bonaparte, les mains dans les poches de mon manteau. La Saône coulait paisiblement, indifférente au drame humain. Mon téléphone a vibré. Anne. Papa, Thomas est rentré, il est furieux. Il crie que tu as sabordé son restaurant,
que tu vas le regretter. J'ai peur. Ferme la porte de la chambre. Enferme-toi avec Jules. Je t'envoie quelqu'un. J'ai appelé mon ancien chef de rang, Maxime, un gaillard de 2 mètres qui avait fait de la boxe dans sa jeunesse. Va chez ma fille, reste devant la porte. Si Thomas fait un geste, tu appelles la police. Puis j'ai envoyé un SMS à Anne. Maxime arrive. Ne sors pas. Demain, on parle. Cette nuit-là, dans mon appartement au-dessus du restaurant, je n'ai pas dormi. J'ai bu un verre de Beaujolais Village 2018 en regardant la ville. Quelque part, Thomas Durand comprenait que les choses avaient changé. Quelque part, ma fille respirait un peu mieux, protégée. Et moi, Jacques Théron, j'ai compris une chose essentielle. Il y a 24 heures, j'étais un père qui fermait les yeux. Maintenant, j'étais un homme en guerre. Une guerre froide, méthodique, sans pitié. Thomas Durand allait apprendre qu'à Lyon, on ne touche pas à la famille Théron. Pas impunément. Jamais. Les 3 semaines qui ont suivi, je les ai passées à observer. Observer Thomas avec cette lucidité nouvelle, celle qu'on acquiert quand le voile de la tolérance se déchire. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Première observation. Début janvier, je suis passé devant leur appartement du 6e arrondissement, celui que j'avais offert à Anne. 22 heures, les fenêtres éclairées. J'ai entendu Thomas hurler. Pas des mots, juste ce ton, cette violence verbale qui traverse les murs épais du 19e siècle. Puis le silence, puis les pleurs de Jules. J'ai serré le volant de ma voiture jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Ne pas intervenir, pas encore. Laisser Alice Morel, l'enquêtrice privée, faire son travail. Deuxième observation. Le 7 janvier, Thomas a trouvé de nouveaux fournisseurs. Des types de la périphérie, des prix gonflés de 30%. J'ai appelé Henri. Il paie combien maintenant? 65 000 par an au lieu de 50. Et la qualité... Henri a ri amèrement. Disons que ces Saint-Jacques viennent d'élevage industriel, pas de Bretagne. Fascinant, vraiment. Thomas préférait saigner son restaurant plutôt que de s'excuser. L'orgueil a toujours été un défaut coûteux. Troisième observation. Le 10 janvier, j'ai déjeuné avec un ami journaliste au Café des Fédérations. Il m'a montré son téléphone. Tu as vu? Thomas Durand accorde des interviews maintenant. Écoute ça. Mon beau-père appartient à l'ancienne génération de restaurateurs. Il ne comprend pas l'innovation, la créativité moderne. J'ai souri. Ce sourire que mes employés connaissaient bien, celui qui précède les décisions définitives. Intéressant, il se creuse sa propre tombe et il demande une pelle. Tu vas faire quoi? Moi? Rien. J'ai coupé mon saucisson brioché. Je vais juste m'assurer qu'il ait tous les outils nécessaires pour finir le travail. Mais c'est le 12 janvier que tout a basculé. Alice Morel m'a appelé à 7 heures du matin. Monsieur Théron, vous devriez voir ça. Je vous envoie 3 vidéos. Première vidéo, Thomas devant l'école de Jules, attendant Anne. Quand elle arrive, il l'attrape par le bras. Elle essaie de se dégager. Il resserre la prise. Tu crois que tu peux me quitter? Tu n'es rien sans moi. Rien. Les autres parents détournent le regard. La lâcheté collective du témoin passif. Deuxième vidéo, Thomas au téléphone dans sa voiture, garée devant leur immeuble. La caméra d'Alice a capté l'audio. Papa, elle complote avec son père. Non, je ne vais pas la laisser partir. L'appartement, je m'en fous qu'il soit à son nom, j'y ai vécu 8 ans, j'ai des droits. Tu m'avais promis 340 000 € pour le restaurant, pas pour que je me fasse humilier par un vieux restaurateur has-been. Troisième vidéo, un SMS que Thomas a envoyé à son père. Alice avait réussi à récupérer une copie via, disons, des méthodes que je préférais ne pas connaître en détail. Anne n'est qu'un investissement dans les connexions lyonnaises. Son père connaît tout le monde. Une fois que j'aurai ma réputation établie, je pourrai toujours divorcer et garder la garde de Jules. Un fils, c'est important pour l'image. J'ai regardé ces vidéos 3 fois. À la 3e, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Thomas n'était pas juste cruel. Il était calculateur, méthodique. Il avait épousé ma fille comme on investit dans une start-up prometteuse. Cette réalisation aurait dû me mettre en rage. Au lieu de ça,
j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus dangereux, de la clarté. J'ai appelé Anne. Viens déjeuner à la maison demain, seule. Maxime ira chercher Jules à l'école. Le 15 janvier, elle est arrivée à midi, pâle, les cernes marquées, les mains qui tremblaient en tenant sa tasse de café. J'avais préparé son plat préféré, une quenelle de brochet sauce Nantua. Elle n'y a pas touché. Papa, je ne peux pas continuer comme ça, mais j'ai peur. Thomas dit que si je pars, il me prendra Jules. Il dit qu'un juge donnera toujours raison au père qui a les moyens. Thomas dit beaucoup de choses. J'ai sorti ma tablette. Regarde. Je lui ai montré les vidéos. Toutes. Elle a pleuré en silence, cette façon terrible de pleurer quand on a dépassé le stade des sanglots. Quand la douleur est devenue quelque chose de permanent, de banal. Je suis désolé, papa, je n'aurais jamais dû. Stop. J'ai pris ses mains. Tu n'as rien à te reprocher. Lui, par contre, j'ai fermé la tablette. Maître Robert a tout ce qu'il faut maintenant. Violence psychologique, menaces, preuves de manipulation calculée. On va demander le divorce pour faute. Et l'appartement? Il dit que l'appartement t'appartient. Acte notarié de 2016, dont manuel avant le mariage. Même avec le régime de communauté, c'est ton bien propre. Il ne touchera rien. Et Jules? Résidence principale chez toi. Droit de visite pour Thomas, mais encadré, avec médiation si nécessaire. Elle a respiré, vraiment respiré, pour la première fois depuis son arrivée. Quand? Maître Robert dépose la demande fin janvier, mais d'abord, je dois régler quelque chose. Ce soir-là, j'ai roulé jusqu'à Beaujolais. La maison de famille m'attendait, silencieuse sous le ciel d'hiver. J'ai ouvert toutes les fenêtres malgré le froid. Il fallait que l'air circule, que les fantômes des Noëls heureux s'envolent. Dans le bureau de mon père, j'ai ouvert le vieux secrétaire en marqueterie. Là, dans le tiroir du bas, les papiers de famille, actes de naissance, de mariage, de propriété. Et un document que j'avais commencé en 2016, mais jamais finalisé. Un projet de donation-partage. À l'époque, je voulais transmettre cette maison à Anne tout en gardant le droit d'y vivre. Usufruit pour moi, nue propriété pour elle. Le notaire avait préparé les documents, mais Anne venait de se marier. J'avais eu des doutes. Je m'étais dit « Attends, vois comment les choses évoluent ». Maintenant, je voyais très bien. Le lendemain matin, j'étais dans l'étude notariale de Régis Bernard, place Bellecour. Régis et moi, on se connaît depuis le lycée. Lui a fait son droit, moi ma cuisine. Mais on a toujours partagé cette même philosophie. Les documents, c'est sacré. Les contrats, c'est la civilisation. Jacques, il m'a serré la main avec cette poigne ferme des notaires qui ont l'habitude de sceller des destins. Ton message était urgent, problème. Solution plutôt. J'ai sorti le vieux document de 2016. Ce projet de donation-partage. On peut le finaliser. Régis a chaussé ses lunettes. Il a lu en silence, ses sourcils se fronçant progressivement. Jacques, ce document date de 2016, avant le mariage de ta fille. Si on le date correctement et qu'on le finalise maintenant, la maison devient son bien propre, antérieur au mariage. Pas un bien commun. Exactement. Il a relevé la tête. Valeur actuelle? 487 000 € selon l'expertise de 2023. Régis a sifflé doucement. Et tu gardes l'usufruit à vie? À vie, et si je meurs avant que Jules ait 25 ans, l'usufruit passe à Anne. Donc Thomas ne pourra jamais, jamais mettre la main sur cette maison. J'ai souri. C'est légal, Régis? Parfaitement légal. On a commencé ce document en 2016, les discussions sont documentées dans mes archives. On le finalise juste maintenant, avec effet rétroactif à la date de création du projet. Combien de temps? 2 semaines. Il faut que je vérifie certains points avec le fisc, que je prépare l'acte authentique. Il a marqué une pause. Jacques, je dois te prévenir, l'avocat de Thomas va contester. Il va crier à la fraude, à la manipulation. Qu'il crie. Tu as les documents d'origine? Dans mes archives, oui. Consultation de 2016, ébauche, échange de courrier. Alors il n'a aucune chance. En sortant de l'étude, Lyon brillait sous un soleil d'hiver trompeur, froid mais lumineux. J'ai marché jusqu'au parc de la Tête d'Or, les mains dans les poches. Les canards nageaient sur le lac gelé à moitié. Obstiné,
refusant de partir malgré le froid. Mon téléphone a sonné. Alice Morel. Monsieur Théron, Thomas vient d'engager un détective privé. Un certain Fabrice Arnoux. Il vous fait suivre. Qu'il me suive. Je n'ai rien à cacher. Il cherche quoi, à votre avis? La preuve que j'ai orchestré le blocage de ses fournisseurs. Bonne chance avec ça. Il n'y a aucun document, aucun contrat, aucune trace. Juste de vieilles amitiés et des conversations autour d'un café. Il cherche aussi à prouver que vous manipulez Anne. J'ai ri, un rire sans joie. Manipuler ma propre fille pour qu'elle échappe à son mari violent. Quel crime terrible. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur. J'ai créé un tableau Excel, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, moi qui préférais les carnets papier. Mais cette fois, il fallait être méthodique. Colonne 1, action de Thomas, humiliation documentée, contrôle financier, menace. Colonne 2, preuves, vidéo, témoignages, messages. Colonne 3, conséquences légales, divorce pour faute, garde, absence de prestations compensatoires. Colonne 4, protection du patrimoine, donation-partage, appartement, maison de Beaujolais. À 3 heures du matin, le tableau était complet. Je l'ai imprimé, classé dans un dossier bleu marine. Sur la couverture, j'ai écrit au stylo-plume « Dossier Durand, justice et protection ». Les Français adorent les dossiers, les documents bien rangés, les intercalaires de couleurs, les preuves estampillées. Thomas allait découvrir que dans ce pays, la bureaucratie peut être une arme, et j'étais devenu très très bon dans son maniement. Fin janvier. Maître Robert a déposé la demande de divorce. L'acte d'huissier a été remis à Thomas le 28 janvier à 17 h, alors qu'il sortait de son restaurant. Alice m'a envoyé une photo. Son visage était passé du rouge à l'écarlate en l'espace de 2 minutes. 3 heures plus tard, mon téléphone a explosé. 12 appels manqués. 16 messages. Tous de Thomas. J'en ai lu un au hasard. Vous allez regretter ça. Je vais vous détruire. Vous et votre fille pathétique. J'ai transféré tous les messages à Maître Robert. Nouvelle preuve pour le dossier, ai-je écrit simplement. Le 3 février, Thomas a engagé Maître Arnaud Després, un avocat connu pour son agressivité. Spécialité, divorce conflictuel, protection du patrimoine masculin. Le genre qui transforme chaque séparation en guerre totale. Maître Robert m'a appelé ce soir-là. Després demande 80 000 € de prestations compensatoires. Il prétend que Thomas a sacrifié sa carrière pour soutenir Anne dans son enseignement, qu'il a des charges importantes liées au restaurant. C'est du délire. C'est de la stratégie. Il sait qu'il n'obtiendra rien, mais il pose une demande énorme pour négocier ensuite à la baisse. Classique. Et nous? Nous ne négocions rien, divorce pour faute, preuves accablantes. Il n'aura pas un centime. Le 5 février, contre-attaque. Després a déposé une requête contestant la validité de l'acte de propriété de l'appartement. Selon lui, même si le bien avait été donné à Anne avant le mariage, Thomas y avait contribué significativement par des travaux et des améliorations. Il réclamait une compensation de 50 000 €. J'ai appelé Régis, mon notaire. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent essayer, mais l'acte notarié de 2016 est clair, don manuel, antérieur au mariage. Les travaux éventuels ne changent rien à la propriété fondamentale. Il a marqué une pause. Par contre, Jacques, pour la maison de Beaujolais, il faut qu'on accélère la donation-partage, avant qu'il découvre notre plan. Le 8 février, rendez-vous à l'étude. Régis avait tout préparé. Acte authentique de donation-partage, effet rétroactif à 2016, basé sur les documents préparatoires d'époque. Anne et moi avons signé. Coup de tampon, paraphe, signature. Voilà, a dit Régis en fermant le registre. À compter d'aujourd'hui, ou plutôt rétroactivement à 2016, Anne est propriétaire en nue propriété de la maison de Beaujolais, valeur 487 000 €. Vous conservez l'usufruit viager. En cas de décès avant les 25 ans de Jules, l'usufruit passe à Anne. Et si Thomas conteste? Il peut essayer. Régis a tapé le dossier d'archives. Mais j'ai là tous nos échanges de 2016. Courrier, brouillon, consultation. Le projet existait bel et bien,
Nous l'avons simplement finalisé maintenant. C'est légal? Parfaitement. En droit français, une donation peut être actée avec effet rétroactif si le projet initial est documenté, et le nôtre l'est abondamment. En sortant, j'ai serré la main de Régis. Merci. Jacques, il m'a retenu un instant. Ce que tu fais là, c'est plus que de la protection patrimoniale. Tu prives Thomas de tout levier financier. Il ne peut pas menacer Anne avec l'appartement, pas avec la maison de Beaujolais. Tu lui coupes l'herbe sous le pied. Exactement. Le 12 février, deuxième salve. Le détective de Thomas, Arnoux, a remis un rapport à Després. Alice l'a obtenu. Ne me demandez pas comment. 50 pages de suppositions, 0 preuve concrète. Jacques Théron fréquente régulièrement 3 fournisseurs alimentaires. Jacques Théron a rencontré une avocate le 26 décembre. Jacques Théron s'est rendu chez son notaire. Rien d'illégal, rien de condamnable. Juste un homme qui organise sa vie et protège sa famille. Mais le 17 février, les choses ont pris un tour plus sombre. Anne m'a appelé, affolée. « Papa, Thomas a bloqué ma carte bancaire. Le compte joint, il l'a vidé. Il reste 23 €. Il peut faire ça. Apparemment oui. C'est un compte joint, il a le droit de retirer l'argent. » J'ai respiré profondément. Combien il y avait? 14 000 €, nos économies. 14 000 €, le salaire d'Anne de 6 mois. Viens habiter chez moi, toi et Jules, aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, Anne, il devient dangereux. Le soir même, Maxime et 2 de mes commis de cuisine sont allés chercher Anne et Jules. Thomas n'était pas là. Alice m'avait confirmé qu'il était à son restaurant. Ils ont pris l'essentiel, vêtements, affaires scolaires de Jules, quelques jouets. En 40 minutes, c'était fait. Mon appartement au-dessus du bouchon Théron n'était pas grand, mais il avait 2 chambres. J'ai donné la mienne à Anne et Jules. Je dormirai sur le canapé du salon. Pas grave. J'avais passé des nuits blanches pour moins que ça. Le 20 février, contre-attaque. Després a déposé une requête d'urgence demandant le retour de Jules au domicile conjugal, accusant Anne d'enlèvement parental et moi de séquestration. Maître Robert a explosé de rire en lisant le document. Séquestration? Une mère qui emmène son fils chez son grand-père avec ses affaires et son doudou. Ils sont désespérés. L'audience d'urgence était prévue pour le 28 février. Entre-temps, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris rendez-vous avec un expert comptable, M. Lavigne, spécialisé dans l'analyse financière des entreprises. « Monsieur Théron, que puis-je faire pour vous? Le restaurant Confluence, propriétaire Thomas Durand. Je veux savoir tout. Chiffre d'affaires, charges, dettes, fournisseurs, employés. Tout ce qui est public ou semi-public. » Lavigne a pris des notes. « Vous avez un intérêt particulier? Disons que je veux comprendre si mon futur ex-gendre dit la vérité quand il prétend avoir sacrifié sa carrière. » 3 jours plus tard, Lavigne m'a envoyé un rapport de 15 pages. Fascinant. Le restaurant de Thomas perdait de l'argent. Beaucoup d'argent. Charge de 8 500 € par mois pour le loyer, personnel sous-payé avec un turnover de 80% par an, fournisseurs premium dont les prix avaient explosé depuis janvier. Mais le plus intéressant, les investissements. Thomas avait reçu 340 000 € de son père René, 200 000 pour le fonds de commerce, 140 000 pour l'équipement et la décoration. Sacrifier sa carrière, vraiment? Avec 340 000 € d'aide familiale? J'ai transféré le rapport à Maître Robert pour contrer la demande de prestations compensatoires. Le 25 février, nouveau coup. Thomas a refusé de payer l'école privée de Jules, 3 200 € pour le trimestre. Kahn se débrouille avec son salaire de prof, a-t-il dit à Després qu'il a répété à Maître Robert. J'ai signé le chèque moi-même. Jules ne paierait pas pour les conflits des adultes. Le 28 février, audience d'urgence au tribunal de grande instance. Salle d'audience froide, néon blafard, juge aux cheveux gris qui avait l'air d'avoir vu pire. Després a attaqué fort. Madame Durand a quitté le domicile conjugal sans préavis, privant mon client de son fils. Le grand-père, M. Théron, a orchestré cette séparation dans le but de manipuler la procédure de divorce. Maître Robert s'est levé calmement. Madame Durand a quitté le domicile après que son mari a vidé leur compte joint, la privant de ressources.
Elle s'est réfugiée chez son père par nécessité, pas par calcul. Quant à l'accusation de manipulation, elle a sorti les vidéos d'Alice. Nous avons ici des preuves de violence psychologique, de menaces, de contrôle abusif. Le juge a visionné les vidéos en silence. Puis, il a regardé Thomas. « Monsieur Durand, vous confirmez avoir vidé le compte joint ?» Thomas, nerveux. « C'était mon argent aussi. Répondez par oui ou non. »« Oui. »« Et vous avez refusé de payer l'école de votre fils ?» Després a voulu intervenir, mais le juge l'a arrêté d'un geste. « Monsieur Durand, c'est une école privée, c'est elle qui... » « Oui ou non ?»« Oui, mais... » Le juge a noté quelque chose. Résidence provisoire chez la mère. Droit de visite le week-end avec médiation obligatoire. Compte joint gelé jusqu'à décision finale. Pension alimentaire provisoire de 800 € par mois. Després a blêmi. Thomas est devenu écarlate. En sortant du tribunal, Thomas m'a fixé avec une haine pure. « Vous allez payer pour ça, le vieux. Je vais vous détruire. » Je me suis arrêté. Je l'ai regardé dans les yeux. « Monsieur Durand. » Ma voix était calme, presque douce. « Vous avez humilié ma fille pendant des années. Vous l'avez contrôlée, menacée, isolée. Vous avez fait pleurer mon petit-fils. Et maintenant, vous découvrez quelque chose que vous auriez dû apprendre il y a longtemps. Quoi? Qu'en France, la famille est sacrée et que toucher à ma famille, c'était la plus grande erreur de votre vie. Je suis parti sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Després essayer de calmer Thomas qui criait encore. Cette nuit-là, dans mon appartement, Anne et Jules dormaient paisiblement. Pour la première fois depuis des semaines, aucun cauchemar n'avait réveillé mon petit-fils. Et moi, assis dans mon salon avec un verre de Beaujolais, j'ai compris que ce n'était que le début. Thomas allait contre-attaquer. Son père René allait s'en mêler. Les choses allaient devenir plus sales, plus compliquées. Mais j'étais prêt. J'avais mes documents, mes preuves, mes alliés. J'avais la loi française de mon côté, avec ses protections, ses subtilités, ses mécanismes de justice. Et surtout, j'avais quelque chose que Thomas n'aurait jamais, la certitude absolue que je me battais pour quelque chose de juste. C'est là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas avec violence, pas avec vengeance aveugle, mais avec la précision chirurgicale du droit français, l'élégance d'un plan parfaitement orchestré et la patience d'un homme qui sait que la justice, parfois, prend son temps, mais qu'elle arrive toujours. Mars est arrivé avec ses pluies froides sur Lyon, le genre de pluie qui lave les rues mais ne lave rien d'autre. Thomas avait déposé sa contestation de la donation-partage le 5 mars. Son avocat Després y avait mis toute sa verve habituelle, manœuvre frauduleuse, manipulation d'un document ancien, tentative d'éviter le partage légitime des biens. Maître Robert m'a appelé ce matin-là. « Jacques, ils attaquent sur tous les fronts. La donation-partage, l'appartement, même votre rôle de grand-père. Després insinue que vous exercez une influence néfaste sur Jules. Une influence néfaste. Intéressant. » J'ai regardé par la fenêtre. Jules dessinait à la table de la cuisine, ses crayons de couleur éparpillés devant lui. Il riait tout seul en créant un château. Vous savez ce qui est vraiment néfaste, maître? Grandir en entendant son père humilier sa mère tous les jours? Je sais. Mais préparez-vous, ça va devenir très sale. Elle ne croyait pas si bien dire. Le 12 mars, Thomas a donné une interview au magazine lyonnais Saveurs et Restaurants. L'article s'intitulait « Thomas Durand, chef étoilé montant, ma belle famille ne comprend pas l'innovation ». J'ai lu l'article en buvant mon café. Chaque ligne était un chef-d'œuvre de manipulation. Mon beau-père représente l'ancienne génération, celle qui refuse d'évoluer. Ma femme, malheureusement influencée par des idées rétrogrades. Les difficultés familiales n'ont pas leur place dans mon restaurant. Je me concentre sur ma passion. Henri m'a envoyé un message. « Tu as vu? Ce petit con se fait passer pour une victime. » J'ai répondu simplement « Laisse-le parler. Les gens qui parlent trop finissent toujours par se trahir. » Mais ce qui m'a vraiment décidé à porter le coup suivant, c'est arrivé le 15 mars. Anne est rentrée de l'école de Jules en pleurant. Pas ces larmes discrètes qu'elle essayait de cacher. Non, des sanglots qui la secouaient tout entière. Papa, Thomas était là, à la sortie de l'école.
Il a essayé de prendre Jules. Il disait que c'était son fils, qu'il avait le droit. La directrice a dû intervenir. Jules s'était caché dans sa chambre. Je l'ai trouvé sous son lit, recroquevillé, les mains sur les oreilles. Papy, papa criait. Il criait très fort. Tout le monde regardait. J'ai passé 1 heure à le consoler, à lui raconter des histoires de canards et de châteaux, à lui promettre que tout allait s'arranger. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Laurent Mercier. Laurent préside les Toques Lyonnaises, la guilde régionale des restaurateurs. Nous nous connaissons depuis 35 ans. Lui a fait carrière dans la gastronomie fine, moi dans les bouchons traditionnels. Mais le respect mutuel n'a jamais faibli. Laurent, j'ai besoin de te parler, en personne. Quand tu veux, Jacques, chez moi ou chez toi. Neutre, le café du peintre, demain midi. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit établissement près de la Croix-Rousse. Laurent est arrivé avec sa ponctualité habituelle, costume impeccable, cheveux gris parfaitement coiffés. Jacques, poignée de main ferme. Tu as l'air soucieux. Pas soucieux, déterminé. J'ai commandé 2 verres de Beaujolais. Tu connais Thomas Durand? Le chef fusion du Confluence? Oui, bien sûr, il fait parler de lui. Laurent a souri. Pas toujours en bien. Qu'est-ce que tu sais? Officiellement, rien. Il a bu une gorgée. Officieusement, que ses employés ne restent jamais plus de 3 mois. Que ses fournisseurs se plaignent de retard de paiement. Que plusieurs clients ont signalé des problèmes de qualité ces dernières semaines. Ces signalements, ils sont documentés? Pas formellement. Tu sais comment ça marche, Jacques. Les gens parlent, mais personne ne veut mettre son nom. Et si quelqu'un mettait son nom? Laurent m'a regardé attentivement. Qu'est-ce que tu me demandes exactement? Je lui ai tout raconté. Le dîner de Noël, les années d'humiliation d'Anne, la scène à l'école. Laurent a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus dur. Ce type a épousé ta fille? Malheureusement. Et il ose encore se présenter comme une victime dans les médias. Comme tu vois. Laurent a posé son verre. La guilde a des standards éthiques. Traiter son personnel avec respect, honorer ses engagements, maintenir la réputation de notre profession. Il a marqué une pause. Un restaurateur qui maltraite sa propre famille, qui humilie sa femme publiquement, c'est un problème d'éthique professionnelle. Tu penses qu'on peut faire quelque chose? Je pense que les Toques lyonnaises recommandent régulièrement des établissements au guide gastronomique de Lyon, et que nous pouvons aussi dérecommander. Il a souri froidement. Laisse-moi me renseigner sur les plaintes des clients. Les vraies, les documentées. Si elles existent, nous agirons. Nous avons trinqué. Le Beaujolais avait un goût de justice à venir. 1 semaine plus tard, le 23 mars, Alice m'a envoyé de nouvelles vidéos. Thomas, devant son restaurant, hurlant sur un livreur qui avait 20 minutes de retard. Thomas, dans sa cuisine, jetant une assiette contre le mur parce que la sauce n'était pas assez crémeuse. Thomas au téléphone avec son père. Je m'en fous de ce qu'ils disent. C'est mon restaurant, je fais ce que je veux. J'ai transféré les vidéos à Laurent. Pas de commentaires. Juste FII. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard. Reçu, édifiant. Le 28 mars, Laurent m'a appelé. Jacques, nous avons reçu 7 plaintes formelles en 2 semaines. Qualité de service, problème d'hygiène signalés par des clients, comportement inapproprié du chef. 7 plaintes? Disons que certaines personnes ont été encouragées à mettre par écrit ce qu'elles avaient observé. Sa voix était neutre. La guilde prend ces questions très au sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Réunion du comité directeur le 2 avril. Je pense que nous allons recommander le retrait du Confluence du guide gastronomique, et possiblement d'autres mesures. Le 2 avril, je n'ai rien fait de spécial. J'ai travaillé dans mon restaurant, préparé mes plats, servi mes clients. Tout était normal, parfaitement normal. À 18 heures, Thomas a reçu une lettre recommandée. Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr, mais Alice, elle, était là, avec sa caméra. La vidéo qu'elle m'a envoyée ce soir-là vaut de l'or. Thomas ouvrant l'enveloppe. Son visage passant de l'irritation à la confusion, puis à l'incrédulité. Ses lèvres bougeant silencieusement en lisant, le papier tremblant dans ses mains. Monsieur Durand, suite aux multiples signalements concernant votre établissement,
et après délibération du comité directeur des TOC lyonnaises, nous avons le regret de vous informer que le restaurant Confluence est retiré de notre liste de recommandations pour le guide gastronomique de Lyon 2025. J'ai regardé la vidéo 3 fois. À la troisième, j'ai souri. Pas un grand sourire. Juste ce petit étirement des lèvres qui accompagne une satisfaction tranquille. Le lendemain, les réservations de Thomas ont commencé à s'annuler. Pas toutes d'un coup, lentement, méthodiquement. Un à un, les clients disparaissaient. Anne m'a demandé ce soir-là. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Thomas a appelé 15 fois. Il crie que c'est toi, que tu le détruis. » Moi, je ne fais rien, ma chérie. Je dirige mes restaurants, c'est tout. Elle m'a regardé avec ce mélange de gratitude et de crainte. Papa, la réputation est une chose fragile, Anne, surtout dans notre métier. Il suffit de quelques clients mécontents, de quelques erreurs, et tout s'effondre. J'ai haussé les épaules. Thomas aurait dû y penser avant de jouer au grand chef arrogant. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Morgon 2016, un excellent millésime. Je l'ai bu lentement, savourant chaque gorgée. Thomas Durand venait de comprendre quelque chose d'essentiel. À Lyon, on ne construit pas une réputation en quelques mois. On la construit en années de travail, de respect, de relations. Et on peut la perdre en quelques jours. J'avais encore d'autres plans, mais celui-là, c'était un bon début. Le 22 avril 2025. Une date que je n'oublierai jamais. L'audience de fond sur le divorce, au tribunal de grande instance de Lyon, salle 214. 9 heures du matin, ciel gris, pluie fine. Anne tremblait à côté de moi dans le couloir. Elle portait un tailleur bleu marine que nous avions acheté ensemble la semaine précédente. Simple, digne, professionnel. Maître Robert lui tenait l'autre main. « Tout va bien se passer », ai-je murmuré. « Papa, et si le juge ne nous croit pas? Et si... Il va nous croire. Nous avons la vérité, et nous avons les preuves. » Thomas est arrivé à 9h15 avec Després. Il avait l'air d'un homme qui n'a pas dormi depuis des semaines. Costume froissé, cerne profond, barbe de 3 jours. Nos regards se sont croisés. Le sien était chargé d'une haine pure. Le mien, je l'espérais, restait absolument neutre. L'audience a commencé à 9h30. La juge, Madame Fontaine, 55 ans, regard acéré derrière des lunettes rectangulaires, a ouvert le dossier. Madame Durand demande le divorce pour faute. Monsieur Durand conteste et demande une prestation compensatoire de 80 000 euros. Maître Robert, vous avez la parole. Ce qui a suivi était une démonstration clinique. Maître Robert a présenté les preuves dans un ordre parfait. D'abord, les vidéos d'Alice. Thomas hurlant sur Anne devant l'école. Thomas dans sa voiture, parlant à son père, appelant Anne un investissement. Thomas refusant de payer l'école de Jules. Le visage de la juge restait impassible, mais je voyais ses mâchoires se serrer. Puis, les témoignages des voisins. Madame Mercier, 72 ans, habitant l'appartement du dessous. Les cris, les insultes, c'était toutes les semaines. Je l'ai entendu traiter sa femme de tous les noms. Monsieur Arnaud, le concierge. Madame Durand descendait souvent les poubelles en pleurant. Un jour, je lui ai demandé si ça allait. Elle a dit « Il ne me laisse même pas pleurer chez nous ». Thomas devenait de plus en plus rouge. À un moment, il a voulu parler, mais Després l'a arrêté d'une main sur son bras. Enfin, le rapport psychologique. Docteur Lemoine, expert judiciaire. Madame Durand présente tous les symptômes du syndrome de Stockholm conjugal. Dévalorisation de soi, peur constante, justification des comportements abusifs du conjoint. C'est un cas classique de violence psychologique prolongée. Després s'est levé. Madame la juge, ces preuves sont montées de toutes pièces. Le beau-père de mon client, Jacques Théron, a orchestré cette campagne de dénigrement parce qu'il n'accepte pas que sa fille ait sa propre vie. Maître Després, la voix de la juge était glaciale. Les vidéos montrent clairement votre client. Les témoins sont indépendants. L'expert est mandaté par le tribunal. Asseyez-vous. Després s'est assis, cramoisi. Mais il n'avait pas fini. Madame la juge, nous contestons également la donation-partage effectuée par Monsieur Théron le 8 février.
Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse pour priver mon client de ses droits. Maître Robert, Madame la juge, nous avons ici tous les documents préparatoires de 2016. Elle a sorti une chemise épaisse. Correspondance avec le notaire Maître Bernard, ébauche du projet de donation, consultation juridique. Ce document a été commencé en 2016, bien avant le mariage, et finalisé récemment. C'est parfaitement légal. La juge a examiné les documents pendant 5 longues minutes. Le silence dans la salle était absolu. Je pouvais entendre Thomas respirer, court et rapide. La donation-partage est validée, elle porte sur un bien antérieur au mariage et la procédure est documentée. La juge a refermé le dossier. Concernant la demande de prestations compensatoires, Després s'est redressé espérant un miracle. Demande rejetée. Les preuves de faute sont accablantes. Monsieur Durand n'a droit à aucune compensation. J'ai entendu Thomas émettre un son étranglé, comme si on venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. Résidence principale chez la mère, droit de visite paternelle un week-end sur 2, sous médiation obligatoire pendant 6 mois. Pension alimentaire de 800 € par mois. Bang. Le marteau sur le bureau. C'était fini. Dans le couloir, Thomas s'est approché de nous. Després a essayé de le retenir, mais il s'est dégagé violemment. Vous... Sa voix était méconnaissable, aiguë, presque hystérique. Vous m'avez tout pris, mon mariage, mon fils, mon restaurant. Votre restaurant? J'ai haussé un sourcil. C'est vous qui l'avez coulé avec votre arrogance et votre incompétence. Menteur, c'est vous. Vous avez manigancé avec vos amis, vous avez saboté mes fournisseurs, vous m'avez fait exclure du guide. Prouvez-le. Ma voix était calme, trop calme. Allez-y, montrez un seul document, un seul contrat, une seule preuve que j'ai fait quoi que ce soit d'illégal. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses mains tremblaient. C'est bien ce que je pensais. Je me suis tourné vers Anne. Viens, ma chérie, rentrons à la maison. Nous étions presque à la sortie quand j'ai entendu Thomas crier « Ce n'est pas fini, vous allez payer pour ça ». Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Monsieur Durand. J'ai marché vers lui, pas menaçant, juste inexorable. Vous avez passé des années à humilier ma fille, à contrôler sa vie, à faire pleurer mon petit-fils. Vous pensiez quoi? Que j'allais rester les bras croisés? Vous avez cru pouvoir utiliser ma famille comme un tremplin pour votre carrière. Anne était quoi pour vous? Un investissement dans les connexions? C'est ce que vous avez dit à votre père. Son visage est devenu livide. Comment vous? À Lyon, monsieur Durand, tout se sait. Tout finit par se savoir. J'ai fait un pas de plus. Vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant? Votre restaurant va fermer. Pas parce que je l'ai détruit, mais parce que vous l'avez détruit vous-même avec votre arrogance. Votre réputation dans le milieu? Terminée. Personne ne voudra travailler avec quelqu'un qui traite son personnel comme de la merde et sa famille encore pire. Vous ne pouvez pas? Si, je peux, parce que j'ai une chose que vous n'aurez jamais, le respect de mes pairs. Gagné en 40 ans de travail honnête, de relations authentiques, de paroles tenues. J'ai baissé la voix. Vous aviez tout. Une femme merveilleuse, un fils extraordinaire. Une belle famille prête à vous soutenir. Et vous avez tout gâché par cupidité et cruauté. Les larmes montaient dans ses yeux, pas de tristesse, de rage impuissante. En France, nous avons un proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai souri froidement. Vous avez semé des années de vent. La tempête vient juste de commencer. Je suis parti, sans regarder en arrière. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Alice, Monsieur Théron, vous devriez voir ça. Thomas vient de rencontrer 2 hommes devant son restaurant. Ça n'avait pas l'air légal. Envoie-moi les photos. Les images sont arrivées 5 minutes plus tard. Thomas, avec 2 types au look douteux. Échange d'enveloppes. Conversation tendue. Les types avaient cette allure caractéristique des petites frappes qui se croient importantes. J'ai appelé Maître Robert. On a un problème. Thomas devient dangereux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux en finir. Définitivement. J'ai regardé les photos encore une fois. Il faut que je parle à son père. René Durand,
Jacques, c'est risqué. Parfois, il faut parler à l'orgue de barbarie, pas aux singes. J'ai raccroché. Le lendemain, j'ai envoyé un message à René Durand. Simple, direct. Nous devons parler de pair à pair. Vendredi 14 heures, Cave Mer Brasier, Presqu'île. Venez seul. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. J'y serai. J'ai souri, pas de joie, de satisfaction froide. La partie finale allait commencer. Le 2 mai 2025, 14 heures précises. La cave Mer Brasier est un établissement discret de la Presqu'île, l'un de ces endroits où les Lyonnais qui comptent règlent leurs affaires loin des regards. J'avais réservé le salon privé du premier étage. Mur lambrissé, vue sur la Saône, bouteilles de Beaujolais millésimées, alignées comme des sentinelles. René Durand est arrivé à 14h05. Costume anthracite impeccable, chaussures italiennes cirées, la démarche d'un homme habitué à commander. 64 ans, cheveux grisonnants soigneusement coiffés, ce regard dur des investisseurs qui calculent tout en termes de pertes et profits. Monsieur Théron, pas de poignée de main, il s'est assis en face de moi. Monsieur Durand, un verre? J'ai versé 2 fleuris 2019 sans attendre sa réponse. Il a ignoré le verre. Épargnez-moi les civilités. Vous m'avez convoqué, je suis là. Que voulez-vous? J'ai bu une gorgée. Excellent millésime. Votre fils a rencontré des gens peu recommandables hier. Des gens qui règlent généralement les problèmes, d'une certaine manière. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr, j'ai sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'aux photos d'Alice. Thomas avec 2 types au look de petite frappe, échange d'enveloppes, conversation tendue. Ces photos datent du 23 avril, parking du Confluence, 22h30. René a regardé les images. Son visage n'a pas bougé, mais j'ai vu ses mâchoires se crisper. Mon fils traverse une période difficile, à cause de vous. Votre fils est un homme violent qui a terrorisé ma fille pendant des années. Ne renversez pas les rôles. Ma fille aussi a ses défauts. Il a bu une gorgée, finalement. Écoutez, Théron, nous sommes 2 hommes d'affaires. Parlons franchement. Qu'est-ce qui vous ferait reculer? 150 000 euros, c'est une compensation raisonnable pour... Je ne négocie pas avec quelqu'un qui a élevé un tyran domestique. J'ai sorti une chemise cartonnée de mon attaché-case. Épaisse, très épaisse. Mais puisque vous parlez affaires, discutons-en. J'ai ouvert la chemise. La première page, un organigramme complet des flux financiers du restaurant Confluence. Investissement de René, retrait de Thomas, déclaration fiscale, comptabilité réelle versus comptabilité officielle. 340 000 euros. C'est ce que vous avez investi dans le restaurant de votre fils depuis 2022. J'ai tourné la page. 200 000 pour le fonds de commerce, 140 000 pour l'équipement et la rénovation. C'est légal, un père qui aide son fils. Absolument. Mais regardez cette page. Facture de personnel. 5 employés déclarés à temps plein, sauf que selon mes informations, seuls 3 travaillent réellement, les 2 autres. J'ai tapé 2 noms surlignés en jaune, n'ont jamais mis les pieds dans la cuisine. Le visage de René s'est figé. Employé fictif pour optimiser les charges sociales. L'URSSAF adorerait voir ça. J'ai tourné encore. Et ici, les paiements en espèces non déclarés. 18 000 euros sur 6 mois. Petite somme, discrète, mais cumulée. Où avez-vous obtenu ces documents? Disons qu'un expert comptable compétent peut reconstituer beaucoup de choses à partir d'informations publiques et d'autres moins publiques. J'ai refermé la chemise. L'URSSAF et la Direction générale des finances publiques ont reçu un signalement anonyme il y a 3 jours. Très détaillé, avec copie de toutes ces pièces. René est devenu livide. Vous n'avez pas fait ça. Si, je l'ai fait. J'ai bu une autre gorgée, savourant le moment. Les redressements fiscaux en France peuvent atteindre 200% des sommes dissimulées. Plus les pénalités de retard, plus, éventuellement, des poursuites pénales pour fraude fiscale aggravée. C'est du chantage. Non, c'est une information factuelle. J'ai souri, froidement. Mais voici ce qui est intéressant. Les signalements à l'URSSAF passent par différents services. Certains sont traités immédiatement, d'autres se perdent dans la bureaucratie pendant des mois.
Des années même. Je l'ai vu comprendre. Ses yeux se sont plissés. Le signalement a été envoyé via un circuit administratif particulièrement lent. Si quelqu'un devait accélérer le processus, il faudrait une demande spécifique, un courrier officiel de relance par exemple. Qu'est-ce que vous voulez, Théron? J'ai posé les mains à plat sur la table. Thomas signe l'accord de divorce. Conditions non négociables, 0 prestation compensatoire, 0 prétention sur l'appartement ou la maison de Beaujolais, résidence principale chez Anne, droit de visite un week-end sur 2 sous médiation, pension alimentaire de 800 € par mois. Il signe tout, sans contestation, sans appel. Et en échange, le signalement fiscal reste dans les limbes bureaucratiques indéfiniment. René m'a regardé longuement, j'ai soutenu son regard sans ciller, 2 prédateurs face à face. Mais l'un avait toutes les cartes, et ce n'était pas lui. Vous êtes un salaud, Théron. Je suis un père qui protège sa fille. Nuance. Il a sorti son téléphone. Je dois parler à Thomas. Bien sûr, prenez votre temps. J'ai regardé ma montre. Vous avez 30 minutes. Après ça, j'envoie un courrier de relance à l'URSSAF. Recommandé avec accusé de réception. René est sorti dans le couloir. J'ai entendu sa voix, d'abord calme, puis de plus en plus tendue. Puis des éclats, des silences, des reproches. 23 minutes plus tard, il est revenu. Son visage était gris. Thomas accepte, mais à une condition, vous retirez le signalement. Complètement. Non, le signalement reste. Dans les limbes. C'est ma garantie que Thomas se tiendra tranquille. J'ai croisé les bras. S'il respecte l'accord, s'il paie la pension, s'il ne harcèle pas Anne, le dossier dort pour toujours. Mais au moindre dérapage. C'est une épée de Damoclès. Exactement. Appelez ça une incitation à bien se comporter. René a serré les dents. Vous avez gagné, Théron, vous êtes content? Content, non? J'ai fini mon verre. Soulagé que ma fille et mon petit-fils soient en sécurité? Absolument. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Monsieur Théron? La voix de Thomas était méconnaissable, brisée, tremblante, au bord des larmes. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je vais tout perdre. Mon père me coupe les vivres. Le restaurant est fini, Monsieur Durand? Ma voix était calme, presque douce. Vous allez signer l'accord de divorce, aux conditions que maître Robert vous a envoyées. Vous allez respecter chaque clause, et vous allez disparaître de la vie d'Anne et de Jules, sauf pour les visites encadrées. Mais je n'ai plus rien. Vous m'avez tout pris. Non, vous avez tout perdu vous-même, le jour où vous avez dit à ma fille d'aller manger dans une poubelle. J'ai marqué une pause. C'était à Noël, vous vous souvenez? Il y a 4 mois. Cette phrase a été le début de votre fin. Je ne pensais pas. Exactement, vous ne pensiez pas. Vous ne pensiez pas aux conséquences. Vous ne pensiez pas qu'un jour, quelqu'un vous ferait payer. J'ai regardé René en parlant. À Lyon, Monsieur Durand, tout se paie. Toujours. L'addition vient juste d'arriver. Je vais signer. Je vais tout signer. Mais s'il vous plaît, dites à mon père de ne pas... J'ai raccroché. Le téléphone de René a sonné immédiatement. Il a décroché, écouté, puis a dit sèchement « C'est fini, Thomas, tu signes, point final. » Il a raccroché et m'a regardé. Satisfait? Rendez-vous le 15 juin, 14 h, cabinet de maître Robert. Thomas signe l'accord. Vous surveillez qu'il le respecte. J'ai rangé mes documents. Et Monsieur Durand, si votre fils fait un seul faux pas, si je découvre qu'il approche Anne sans médiation, si la pension a un jour de retard, je sais. Le signalement ressort des limbes. Ravi que nous nous comprenions. En sortant, René s'est retourné une dernière fois. Comment avez-vous fait tout ça? Les fournisseurs, le guide gastronomique, les documents fiscaux. Comment? J'ai souri. 40 ans de présence à Lyon, 40 ans de relations, de faveurs rendues, de paroles tenues. Vous pensiez pouvoir débarquer avec votre argent et votre arrogance? Lyon ne fonctionne pas comme ça. Ici, on construit sa réputation pierre par pierre, et on peut la détruire en un seul coup de fil. Je suis parti sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu René lâcher un juron étouffé. Dans ma voiture, j'ai attendu 5 minutes avant de démarrer. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur,
d'adrénaline, de soulagement. C'était fini. Le piège s'était refermé. Thomas avait 30 jours pour signer. Après ça, Anne serait libre. J'ai appelé maître Robert. C'est réglé. Il signe le 15 juin. Comment avez-vous fait? Disons que j'ai utilisé les instruments que la République française met à disposition des citoyens consciencieux. J'ai souri. L'URSSAF est une institution merveilleuse, vous savez. Elle a ri. Jacques, vous êtes diabolique. Non, juste méthodique. Le 3 mai au matin, Thomas a engagé un nouvel avocat. Maître Clarisse Arnoux, spécialiste des affaires complexes, réputation de pitbull en tailleur Chanel. Elle a déposé une requête d'urgence contestant l'accord. Maître Robert m'a appelé à 9 heures. Jacques, il contre-attaque. Arnoux demande l'annulation de l'accord pour vice du consentement. Elle prétend que Thomas a signé sous la contrainte. Sous quelle contrainte? C'est flou. Pression psychologique exercée par la belle famille. Vous, en gros. Intéressant. J'ai regardé par la fenêtre. Lyon se réveillait sous une pluie fine. Qu'est-ce qu'elle peut obtenir? Rien, probablement, mais ça retarde le processus. Audience le 20 mai. D'ici là, l'accord est suspendu. 2 semaines. 2 semaines où Thomas allait essayer de trouver une faille, une échappatoire, un miracle juridique. Le 5 mai, première salve. Després, l'ancien avocat de Thomas a donné une interview au Progrès de Lyon. Mon ancien client a été victime d'un complot orchestré par sa belle famille. Des méthodes mafieuses pour le priver de ses droits paternels. Henri m'a envoyé l'article avec un message. Ce type a du culot. J'ai répondu « Laisse-le parler. La corde se tresse toute seule. » Le 8 mai, deuxième salve. Thomas a posté sur les réseaux sociaux un long message larmoyant sur la manipulation des personnes âgées, l'aliénation parentale, le système judiciaire biaisé contre les pères. En 24 heures, 300 commentaires. La moitié compatissant, l'autre moitié hostile. Alice a capturé tout. Pour le dossier, m'a-t-elle dit. Le 12 mai, troisième salve. Maître Arnoux a demandé une expertise psychiatrique. De moi. Selon elle, M. Théron, 67 ans, pourrait souffrir de troubles du jugement liés à l'âge, le rendant manipulable par son avocate. J'ai éclaté de rire en lisant la requête. Manipulable? Moi? Maître Robert était moins amusé. Jacques, ils essaient de vous discréditer si le juge ordonne l'expertise, qu'il l'ordonne. J'ai souri. J'ai rendez-vous demain avec le docteur Arnaud Pelloux, psychiatre expert près les tribunaux. Certificat de capacité mentale complète, daté du 13 mai, soit 2 jours avant leur demande d'expertise. Vous aviez anticipé ça? Régis, mon notaire, m'a prévenu. Jacques, m'a-t-il dit, ils vont essayer de te faire passer pour sénile. Va voir Pelloux, obtiens un certificat. C'est fait depuis 1 semaine. Elle a ri. Vous êtes incroyable. Le 13 mai, donc, visite chez le docteur Pelloux, bureau lumineux rue Garibaldi, bibliothèque remplie de traités médicaux, diplôme au mur. Monsieur Théron, poignée de main ferme. Maître Bernard m'a expliqué la situation. Vous pensez qu'on va contester votre capacité? J'en suis certain. 2 heures d'examen, test cognitif, questions sur mes finances, ma mémoire, mon jugement. À la fin, Pelloux a rédigé son rapport. Monsieur Jacques Théron, 67 ans, présente une capacité mentale pleine et entière. Excellente mémoire, jugement intact, aucun signe de trouble cognitif, parfaitement apte à gérer ses affaires personnelles et professionnelles. Il a signé, tamponné. Voilà. Ils peuvent toujours demander leur expertise. Le juge verra que vous l'avez déjà faite. Le 15 mai, 4e salve, la plus vicieuse. Thomas a déposé plainte contre moi pour harcèlement moral et abus de faiblesse sur personne vulnérable. La personne vulnérable, lui. Maître Robert était furieuse. C'est grotesque, ils inversent les rôles. Au contraire, c'est brillant. J'ai relu la plainte. Désespéré mais brillant. Si ça passe, ça change tout le narratif. Le méchant devient la victime. Ça ne passera pas. Peut-être, mais ça crée du doute. Et le doute, au tribunal, ça compte. Le 17 mai, j'ai reçu une convocation. Audition libre au commissariat,
du 2e arrondissement. Le 19 mai, 9 heures. Anne a paniqué. « Papa, ils vont t'arrêter ?»« Non, ma chérie, c'est une procédure standard. Je vais expliquer ma version et ça s'arrêtera là. Mais cette nuit-là, j'ai mal dormi. Pour la première fois depuis Noël, le doute m'a effleuré. Et si j'avais été trop loin? Et si Thomas arrivait à retourner la situation? Le 19 mai, 9 heures. Commissariat, rue de la Charité. Bureau froid, néon blafard, capitaine Moreau, la cinquantaine, regard fatigué de celui qui a tout entendu. « Monsieur Théron, asseyez-vous. Monsieur Durand vous accuse de harcèlement moral. Qu'avez-vous à dire ?» J'ai sorti mon propre dossier. Maître Robert m'avait dit « Jacques, amenez tout. Tout ce qui prouve que c'est lui l'agresseur. » Vidéo d'Alice, Thomas hurlant sur Anne, Thomas menaçant. Thomas avec les types louches. Témoignage des voisins. Rapport du docteur Lemoine sur l'état psychologique d'Anne. Message de menace de Thomas. Photo de Jules en larmes. Le capitaine Moreau a tout regardé, en silence. 40 minutes, puis il a refermé le dossier. « Monsieur Théron, avez-vous exercé des pressions sur Monsieur Durand ? J'ai protégé ma fille d'un homme violent. J'ai utilisé mes relations professionnelles légales. J'ai consulté des avocats. Tout est légal. Les fournisseurs qui coupent leur livraison. Liberté contractuelle. Un fournisseur peut refuser un client. Le signalement fiscal. Devoir civique. Si je découvre des irrégularités, je dois les signaler. » Moreau a souri, imperceptiblement. « Vous êtes bien conseillé, monsieur Théron. J'ai d'excellents avocats. Je vois ça. » Il a griffonné quelque chose. « Bon, je vais classer cette plainte, manifestement abusive, mais soyez prudent. Ne lui donnez aucune raison de relancer quoi que ce soit. Capitaine, tout ce que je veux, c'est que ma fille et mon petit-fils soient en sécurité. » En sortant, j'ai appelé Maître Robert. C'est réglé, plainte classée. Bien, audience demain. Vous êtes prêts? Depuis Noël, maître. Depuis Noël. Le 20 mai, tribunal de grande instance, salle 308. Maître Arnoux était impressionnante. Costume noir, cheveux tirés, regard d'acier. Madame la juge, mon client a été victime d'un complot familial. Son beau-père, Jacques Théron, a orchestré la destruction méthodique de son entreprise, de sa réputation, de sa vie. Les pressions exercées sont telles que M. Durand a signé un accord draconien sous la contrainte. La juge Fontaine l'a écouté pendant 15 minutes. Puis, elle s'est tournée vers Maître Robert. « Maître, votre réponse ?» Madame la juge, nous avons ici toutes les preuves de la violence psychologique exercée par M. Durand pendant des années, les vidéos, les témoignages, l'expertise psychiatrique. Monsieur Théron n'a fait que protéger sa fille dans le cadre strict de la légalité. Et le signalement fiscal? Citoyen responsable qui rapporte des irrégularités, parfaitement légales. Les fournisseurs? Liberté contractuelle, aucune obligation de service. Arnoux s'est levé. Madame la juge, c'est une coordination suspecte. Suspecte n'est pas illégale, maître. La juge a consulté ses notes. Concernant la prétendue incapacité de M. Théron, je vois qu'il a un certificat médical récent. Pleine capacité mentale. Thomas, assis derrière Arnoux, s'est affaissé. Requête rejetée. L'accord du 2 mai est validé. M. Durand signera le divorce aux conditions établies. Audience de clôture le 15 juin. Bang. Le marteau. Dans le couloir, Thomas m'a fixé avec une haine telle que j'ai cru qu'il allait me frapper. Arnoux l'a retenu par le bras. « C'est pas fini » a-t-il sifflé. « Si, c'est fini. » J'ai marché vers lui. « Vous avez perdu, monsieur Durand, sur toute la ligne. Votre restaurant ferme dans 15 jours. Votre réputation est détruite. Votre père vous a renié. Et ma fille est libre. Je vais faire appel. Faites donc. Ça vous coûtera 20 000 euros d'avocat et vous perdrez quand même. » J'ai souri. « Mais si ça vous amuse. » Arnoux a secoué la tête. « Monsieur Durand, je vous déconseille fortement. Nous avons perdu. Il est temps d'accepter. » Je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu Thomas pleurer. Pas de rage, de défaite pure. Anne m'attendait dehors. Elle a serré ma main. « C'est vraiment fini, papa ? » « Presque, ma chérie.
Plus que la signature finale, le 15 juin. Merci. Ne me remercie pas encore. J'ai regardé le ciel lyonnais, gris mais lumineux. Attends d'être vraiment libre. 3 semaines. Plus que 3 semaines, et le cauchemar serait terminé. Le 15 juin 2025, 14 heures. Cabinet de maître Robert, quai Saint-Antoine. Le soleil de juin frappait les vitres, transformant le bureau en serre lumineuse. Une journée parfaite pour enterrer un mariage toxique. Anne était assise à côté de moi, droite comme un i. Elle portait une robe bleu marine, simple et digne. Ses mains ne tremblaient en plus. 3 semaines de thérapie avec la docteure Leclerc avaient fait leur effet. Pas une guérison complète, ça prendrait des années, mais un début. Une capacité retrouvée à respirer sans que chaque inspiration soit une lutte. Thomas est arrivé en retard. 15 minutes. Maître Arnoux l'accompagnait, son attaché-case à la main, l'air d'une femme qui sait qu'elle a déjà perdu mais qui garde sa dignité professionnelle. Messieurs, mesdames, Maître Robert a ouvert le dossier. Nous sommes ici pour finaliser l'accord de divorce entre Madame Anne Théron-Durand et Monsieur Thomas Durand. Toutes les parties ont accepté les termes? Arnoux a hoché la tête. Mon client accepte, sous réserve. Il n'y a pas de réserve. La voix de Maître Robert était glaciale. L'accord a été validé par le tribunal le 20 mai. Nous sommes ici pour signer. Point. Thomas me regardait. Ses yeux étaient ceux d'un homme qui a vieilli de 10 ans en 6 mois. Cernes profond, barbe mal rasée, costume froissé. Le restaurant Confluence avait fermé définitivement le 1er juin. Panneau sur la porte, fermé pour raisons personnelles. L'euphémisme du siècle. Les termes de l'accord, a continué Maître Robert. Divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Durand. Résidence principale des enfants chez Madame. Droit de visite paternelle, un week-end sur 2, sous médiation familiale pendant 6 mois minimum. Pension alimentaire de 800 € par mois, indexée sur l'inflation. Aucune prestation compensatoire. Aucune prétention sur le patrimoine de Madame, y compris l'appartement du 6e arrondissement et la maison de Beaujolais. À chaque phrase, je voyais Thomas se ratatiner un peu plus. Monsieur Durand conserve ses biens personnels et ses dettes personnelles. Maître Robert a marqué une pause. Ce qui inclut la dette de 187 000 € envers son père René Durand, selon reconnaissance de dette du 12 mars 2022. Thomas a tressailli. Je n'ai pas pu retenir un sourire. Cette dette, je l'avais découverte grâce à Lavigne, mon expert comptable. René avait prêté l'argent à Thomas avec un taux d'intérêt de 4%. Très commercial de sa part. Signez ici, s'il vous plaît. Maître Robert a poussé les documents vers Thomas. Il a pris le stylo. Sa main tremblait. Il a regardé Anne une dernière fois. Anne, Signez. Sa voix était ferme. Ma fille, ma courageuse petite fille, qui retrouvait sa force. Il a signé. 3 exemplaires. Paraphe sur chaque page. Signature finale en bas. Puis Anne a signé. Sans hésitation, sans regarder Thomas. L'acte est finalisé. Maître Robert a tamponné les documents. Le divorce sera prononcé définitivement dans 3 mois, après délai de réflexion légale. Mais l'accord est exécutoire immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Thomas avait l'air perdu. Que vous devez libérer l'appartement de Madame dans les 15 jours. Arnoux parlait pour la première fois depuis le début. J'ai reçu le commandement de l'huissier ce matin. 15 jours? Mais où je vais aller? Ce n'est plus notre problème, Monsieur Durand. Maître Robert a refermé le dossier, définitivement. Dehors, sur le quai Saint-Antoine, Anne a respiré l'air de la Saône. Un grand souffle, libérateur. Papa, c'est vraiment fini. Oui, ma chérie, c'est fini. Elle a éclaté en sanglots. Pas de tristesse, de soulagement pur. Je l'ai prise dans mes bras et elle a pleuré contre mon épaule pendant 5 bonnes minutes. Les passants nous regardaient. Je m'en fichais. Viens, ai-je dit quand elle s'est calmée. On va chercher Jules à l'école. Et ce soir, je fais mon canard, rôti. Le vrai. Celui de Noël. Elle a souri à travers ses larmes. Mais avec les petits pois. Le soir même, à 19 h, on a dîné tous les 3 dans mon appartement, au-dessus du bouchon Théron. Jules dévorait son canard avec un appétit que je ne lui avais pas vu depuis des mois. Papy,
C'est trop bon. Je peux en reprendre? Autant que tu veux, mon grand. Anna sourit. Un vrai sourire. Pas celui forcé qu'elle portait comme un masque depuis des années. Papa, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas. Je n'ai fait que mon devoir de père. J'ai bu une gorgée de Morgon 2019. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir. Ton avenir. J'ai repris contact avec le lycée Jean Moulin. Ils cherchent un professeur de littérature pour la rentrée. Temps complet, 2800 € net. C'est bien. Et l'appartement? Thomas doit partir avant le 30 juin. L'huissier passera le 1er juillet pour constater l'état des lieux. Elle a marqué une pause. Tu crois qu'il va faire des histoires? Avec l'épée de Damoclès de l'URSSAF au-dessus de sa tête? Non, il va partir sans bruit. Le 28 juin, Thomas a quitté l'appartement, 2 jours avant la date limite. Alice, toujours vigilante, m'a envoyé des photos. Un camion de déménagement, quelques cartons, Thomas portant une lampe. C'était tout ce qui lui restait. Le 1er juillet, l'huissier a fait son constat. Appartement en bon état, quelques réparations mineures nécessaires, 3 200 € de travaux. Maître Robert a envoyé la facture à Thomas. Il a payé sans discuter. L'argent est probablement venu de René. Juillet a été un mois de reconstruction. Anne a fait repeindre l'appartement, blanc cassé, lumineux, apaisant. Les murs où Thomas avait hurlé ont été recouverts de couleurs douces. Symbolique peut-être, mais nécessaire. Jules a eu sa propre chambre redécorée. Il l'a peinte en bleu ciel avec des étoiles dorées. Comme le ciel de Beaujolais, papy. Anne a commencé sa thérapie sérieusement. 2 séances par semaine avec la docteure Leclerc. Elle rentrait parfois en ayant pleuré, mais elle rentrait plus forte. Le 15 juillet, rendez-vous chez Régis Bernard, mon notaire. Bureau climatisé, dossiers empilés, l'odeur familière du papier et de l'encre. Jacques, poignée de main chaleureuse. Vous avez pris votre décision pour la SCI? Oui, je veux tout finaliser avant la rentrée. Nous avons passé 3 heures à structurer la société civile immobilière Théron Patrimoine, capital 1 200 000 €, comprenant les 3 restaurants et la maison de Beaujolais. Répartition des parts, 60% pour Anne, 30% pour moi, 10% en réserve pour Jules, activable quand il atteindra 25 ans. C'est un beau patrimoine que vous transmettez, a dit Régis en signant l'acte constitutif. C'est surtout la garantie qu'Anne et Jules seront à l'abri, quoi qu'il arrive. Le 20 juillet, testament authentique, chez Régis encore. 2 témoins, lecture solennelle, signature paraphée. Je, sous-signé Jacques Théron, lègue l'intégralité de ma quotité disponible à mon petit-fils Jules Durand pour financer ses études supérieures et son installation dans la vie. Le reste de ma succession reviendra à ma fille Anne Théron conformément à la réserve héréditaire. Simple, clair, irrévocable. Voilà, a dit Régis en rangeant le testament dans son coffre. Tout est en ordre. Anne et Jules sont protégés. Juridiquement, financièrement, définitivement. En août, nous sommes partis tous les 3 à Beaujolais. La maison de famille nous attendait baignée de soleil d'été. Les vignes ondulaient dans la brise chaude. Jules courait dans le jardin en riant. Un soir, sur la terrasse, Anne et moi buvions un fleuri en regardant le coucher de soleil. « Papa, tu penses que Thomas va bien? Honnêtement, je m'en fiche complètement. J'ai bu une gorgée. Il récolte ce qu'il a semé. Parfois, je me sens coupable? Non, j'ai posé ma main sur la sienne. Pas de culpabilité. Tu n'as rien à te reprocher. C'est lui qui a choisi la cruauté. Toi, tu as choisi la liberté. Elle a souri. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. J'ai 67 ans et 40 ans d'expérience. Elle a ri. Un vrai rire. Léger, cristallin. C'était ça la vraie victoire. Début octobre 2025, presque 10 mois après ce maudit dîner de Noël. 10 mois qui avaient tout changé. Mon 68e anniversaire tombait un samedi. J'avais réservé le salon privé du Bouchon Théron. 20 couverts. Anne, Jules, quelques amis proches. Henri, Michel, Bernard, mes 3 mousquetaires fournisseurs. Laurent Mercier des Toques Lyonnaises. Maître Robert et Régis Bernard. Alice Morel, qui était devenue une amie autant qu'une professionnelle.
La table était dressée avec soin. Nappe blanche brodée, argenterie familiale, verres en cristal. Menu simple mais parfait. Terrine de campagne, quenelle de brochet sauce Nantua, canard rôti au petit pois, fromage affiné, tarte aux pralines. Jules est arrivé le premier, courant vers moi avec un dessin. « Papy, papy, regarde ce que j'ai fait !» Le dessin montrait la maison de Beaujolais. Naïf, coloré, plein de vie. Un soleil jaune énorme dans le ciel bleu. 2 personnages devant la maison, lui et moi, je suppose. Et au-dessus, en lettres maladroites, notre maison à nous. C'est magnifique, mon grand. J'ai accroché le dessin sur le mur du salon, entre 2 photos anciennes de Lyon. Anne est arrivée ensuite. Elle portait une robe rouge, les cheveux lâchés, du maquillage discret. Elle rayonnait. 2 mois de rentrée au lycée Jean Moulin lui avaient redonné sa confiance. Ses élèves l'adoraient. Elle avait retrouvé sa passion pour Balzac et Zola. « Papa, joyeux anniversaire !» Elle m'a embrassé. « Tu vas bien ?»« Mieux que bien, ma chérie. » Les invités sont arrivés progressivement. Henri avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape 2015. Michel avec un saucisson de Lyon fait maison. Laurent avec un exemplaire dédicacé du nouveau guide gastronomique de Lyon, dont le Confluence de Thomas était naturellement absent. À 19h30, tout le monde était installé. J'ai levé mon verre de Beaujolais Village 2018, mon millésime préféré. Merci à tous d'être venus. Cette année a été particulière. Mais grâce à vous, grâce à votre soutien, ma famille est maintenant en sécurité. Alors trinquons, à l'amitié, à la loyauté. Et à Lyon, cette ville où les gens se serrent les coudes. À Lyon, le repas était joyeux, les conversations fusaient, les rires résonnaient. Jules racontait ses histoires d'école. Anne discutait littérature avec Maître Robert, qui était une passionnée de Stendhal. Henri et Michel comparaient leurs techniques de maturation de viande. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. « Jacques, tu devrais voir ça. » Il m'a montré son écran. Un article du Parisien. « Ancien chef lyonnais cherche investisseur pour nouveau concept parisien. » La photo montrait Thomas. Amaigri mais tentant de sourire. L'article expliquait son projet de restaurant fusion moderne dans le Marais. Il cherchait 300 000 € d'investissement. Laurent a murmuré. Il essaie de rebondir à Paris, mais sa réputation l'a précédé. Tous les professionnels parisiens avec qui j'ai parlé connaissent l'histoire. Personne ne veut investir. Bien, ai-je dit simplement. Pas de pitié? Pour quelqu'un qui a terrorisé ma fille pendant des années, aucune. J'ai bu une gorgée. Il a ce qu'il mérite, une réputation détruite, des dettes et l'impossibilité de recommencer. La justice, Laurent, pas la vengeance, la justice. Plus tard, Anne m'a tiré à part. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc ?» J'ai commencé à écrire un livre sur la violence psychologique dans les couples, témoignages personnels, mais aussi analyse. Elle a souri timidement. La docteure Leclerc dit que c'est thérapeutique. Et peut-être que ça aidera d'autres femmes. C'est merveilleux, ma chérie. Le titre provisoire, « Sortir du silence ». Tu crois que c'est bien? C'est parfait. À 22h, j'ai demandé l'attention de tous. Une dernière chose avant le dessert. Jules, viens ici. Mon petit-fils s'est approché, curieux. Tu as 6 ans et demi maintenant. Tu es un grand garçon. Alors j'ai quelque chose pour toi. J'ai sorti une petite boîte. À l'intérieur, une clé. Ancienne, en cuivre, ornée. C'est la clé de la maison de Beaujolais, la vraie clé, celle que mon père m'a donnée quand j'ai eu ton âge. Maintenant, elle est à toi. Mais papy, c'est ta maison. Non, mon grand, c'est notre maison, à tous, à ta maman, à toi, à moi, pour toujours. Et quand tu seras grand, tu la donneras à tes enfants. C'est la tradition des Théron. Il a serré la clé dans sa petite main. Je te promets, papy, je la garderai bien. Anne avait les larmes aux yeux. Tout le monde applaudissait. Après le dessert, après que les invités sont partis, après que Jules s'est endormi sur le canapé du salon, Anne et moi sommes sortis sur le balcon. Lyon scintillait sous les lumières d'octobre. La Saône coulait paisiblement, le Fourvière veillait sur la ville. « Papa, comment tu te sens ?»« Bien, vraiment bien. »
J'ai allumé un cigare, un Cohiba que Laurent m'avait offert. Il y a 10 mois, je regardais ma fille trembler de peur à une table de Noël. Aujourd'hui, je la vois rayonner. C'est la seule chose qui compte. Tu ne regrettes rien? Rien, pas un seul instant. J'ai soufflé la fumée vers le ciel. J'ai fait ce que tout père devrait faire, protéger sa famille, avec les moyens que j'avais, légalement, méthodiquement, définitivement. Et Thomas? Thomas a fait ses choix. Moi, j'ai simplement illuminé les conséquences. J'ai souri. En France, on a un proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. Il a semé l'humiliation et la cruauté. Il a récolté la justice. Anne s'est appuyée contre moi. Tu es le meilleur père du monde. Non, je suis juste un homme qui refuse de laisser les tyrans gagner. Nous sommes restés là un long moment, regardant Lyon s'endormir. Quelque part dans cette ville, Thomas essayait probablement de reconstruire sa vie. Ailleurs, René Durand comptait ses pertes. Mais ici, sur ce balcon, ma famille était en sécurité. Les semaines suivantes ont apporté leur lot de confirmations. L'appartement d'Anne était entièrement rénové. Elle avait même acheté de nouveaux meubles avec l'argent que j'avais mis de côté pour elle. Jules s'épanouissait à l'école. Ses notes s'amélioraient. Ses cauchemars avaient cessé. Le 12 novembre, dernière nouvelle de Thomas. Un message laconique de Laurent. Il est parti à Marseille, tentative de reconversion dans la restauration rapide, kebab apparemment. Du restaurant gastronomique, fusion au kebab. La chute était vertigineuse, mais méritée. Début décembre, un an presque jour pour jour avant ce Noël funeste, j'ai organisé un nouveau réveillon à Beaujolais. Juste Anne, Jules et moi. Tradition familiale retrouvée. J'ai préparé le même menu, canard rôti, petits pois, la table dressée avec soin. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, légère, joyeuse, saine. Quand Anne a demandé à resservir du canard, j'ai dit « Bien sûr, ma chérie, autant que tu veux ». Personne ne lui dira plus jamais d'aller chercher dans une poubelle. Jamais. Jules a levé son verre de jus d'orange. « À papy, le meilleur papy du monde !»« À papy !» a répété Anne en levant son verre de Beaujolais. J'ai levé le mien. À la famille, la vraie, celle qui se protège, celle qui s'aime, celle qui ne laisse personne détruire ses membres. Nous avons trinqué. Le cristal a chanté. Ce soir-là, en regardant ma fille pâle et mon petit-fils rire ensemble, j'ai su que j'avais pris les bonnes décisions. Toutes. Depuis ce premier coup de fil à Henri le soir de Noël, jusqu'à la finalisation de la SCI1 en juillet. La loi française m'avait donné les outils. La patience m'avait donné le timing, les relations m'avaient donné les moyens, et l'amour pour ma famille m'avait donné la détermination. Thomas Durand avait cru pouvoir utiliser ma fille comme un tremplin social. Il avait découvert que toucher à un terron avait des conséquences. Des conséquences légales, professionnelles, sociales, irréversibles. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais vu leur enfant terrorisé. Ils n'ont jamais entendu leur petit-fils pleurer de peur. Ils ne savent pas ce qu'un père est capable de faire pour protéger les siens. Moi, je sais. Et je le referai sans hésiter. Lyon dort maintenant sous ses lumières dorées. La Saône coule vers le Rhône, indifférente aux drames humains. Les restaurants ferment, les rues se vident. Une ville qui continue de vivre, jour après jour, siècle après siècle. Et moi, Jacques Théron, 68 ans, restaurateur lyonnais, je peux enfin dormir tranquille. Ma famille est en sécurité, mon patrimoine est protégé. Ma conscience est claire, la justice a été rendue. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non, elle continue. Chaque jour, Anne qui enseigne Balzac à ses élèves, Jules qui grandit, fort et heureux. Moi qui prépare mes plats dans mon bouchon Théron. La vie, simplement, comme elle devrait toujours être, digne, paisible, juste. En France, nous disons, la famille, c'est sacré. Thomas Durand l'a oublié. Moi jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.